Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Egault. Nous recevons cette semaine au micro de Confluent Véronique Basile-Hébert, une jeune femme de théâtre à Tikamek, talentueuse et prometteuse. En effet, Catherine, originaire de Wemotaci, Véronique Basile-Hébert est titulaire de baccalauréat en théâtre de l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en dramaturgie. Elle est actuellement doctorante en études et pratiques des arts à l'UQAM. Plus précisément en recherche-création en théâtre. Véronique Basile-Hébert a également participé au programme de théâtre autochtone de l'École nationale de théâtre du Canada et a été l'une des créatrices du théâtre de rue du Festival Présence autochtone de Montréal. Ses recherches s'intéressent particulièrement au Nitaskinan, soit le territoire qui fonde la culture atikamekw. Pour Véronique Basile-Hébert, le territoire est une entité vivante qui construit la langue et la langue exprime à son tour la cosmogonie, c'est-à-dire la naissance du monde. On écoute donc Véronique Basile-Hébert en compagnie de Catherine Egault. Bonjour Véronique Basile-Hébert. Oui. Vous êtes doctorante en recherche-création en théâtre. Pourquoi avoir choisi le théâtre comme mode d'expression? Qu'est-ce qu'il permet que les autres modes d'expression permettent moins? Le théâtre, c'est un art qui est complexe, qui combine les arts visuels, la littérature, la musique, le son, la voix, la performance. Je trouvais que c'était quelque chose c'est un art vivant. C'était quelque chose qui correspond depuis très longtemps à ce que je désirais utiliser comme médium. J'ai pas fait le choix, je dirais. Je pense que c'est un intérêt qui s'est manifesté très tôt. Quand j'étais enfant, déjà, il y avait quelque chose aussi du rituel dans ça, de l'expression qui s'est fait spontanément, je dirais, dès ma tendre enfance. Mm-hmm. C'est un art complexe dans tout ce qui permet d'exprimer, mais en plus, vous ajoutez une petite couche de complexité parce que vous faites du théâtre qui est à la fois de la création, de la fiction, mais aussi du documentaire. Quels sont les enjeux que vous voulez aborder dans votre production théâtrale? Bien, tout ce qui est la modernité chez les Premières Nations, ça amène son lot d'enjeux. On ne peut pas parler des Premières Nations puis faire abstraction du contexte socio-historique qui nous entoure parce que c'est vraiment quelque chose qui est prenant. C'est un moteur, en même temps, ça peut être une source de difficulté, mais je dirais que le côté documentaire, ça me permet de soulever ces enjeux-là en mettant en perspective l'histoire, puis l'iconographie, les récits des aînés, les objets, différentes, même la technologie que nos ancêtres ont développée. Je trouvais que c'était important, au point de vue historique, de soulever ça, parce que dans ce que je fais comme théâtre, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité un peu de dialoguer avec l'autre qui ne nous connaît pas complètement, qui a besoin d'être enseigné. Il y a un côté un peu didactique, pédagogique. En fait, c'est par fierté, parce que je suis très fière d'être Atikamekw. Puis c'est important pour moi de transmettre nos créations, nos productions, notre histoire. Tout ce que mes ancêtres ont créé, c'est tellement important, c'est tellement fort. Il y avait des grandes connaissances, d'énormes savoirs qui sont reliés à notre culture. C'est important pour moi de pas un peu de mettre en lumière. Et ça vous permet aussi d'y sensibiliser les allochtones. Absolument. Ouais. Puis, mais pas seulement que les allochtones. Il y a beaucoup d'Autochtones qui ignorent un peu leur histoire. Moi, la première, je me suis informée, j'ai fait des études. Mes grands-parents m'en ont transmis beaucoup, ma mère, les gens de la communauté. Mais il reste des choses qui sont cachées ou qui sont pas encore
accepté au point de vue de l'histoire. On voit ce qui se passe présentement avec les enfants qui ont été retrouvés. Il y a tout un pan de notre histoire qui est occulté. Donc, c'est important pour moi ça s'adresse ni qu'à un groupe autochtone, ni qu'aux autochtones. C'est vraiment, je dirais que moi, comme métisse, ça s'adresse à tout le monde. Si vous voulez bien, on peut commencer l'exploration des nouveaux concepts auxquels votre théâtre nous sensibilise. Vous avez présenté récemment, dans le cadre du festival Présence autochtone, votre pièce Nochimik. C'est un concept auquel vous intéressez beaucoup. Nochimik en Atikamekw, ça veut dire la forêt ou la nature, mais au sens propre, ça veut dire là d'où vient notre sang. Quelle est la place de ce concept dans la cosmogonie Atikamekw? Quelle est la place dans sa vie quotidienne actuelle? Est-ce que c'est quelque chose que les Atikamekw vivent encore et ressentent encore? C'est directement lié aux croyances, c'est lié aux valeurs. Les valeurs Atikamekw sont celles qui nous mettent en lien, qui honorent ce lien-là avec la nature, avec le vivant et l'inanimé aussi. Et actuellement, je trouve il y a un retour il y a une recherche de retourner à ces valeurs-là. Il y a plein de mesures qui sont utilisées par les conseils d'éducation des Premières Nations, dans les écoles, même dans les services sociaux, pour amener les gens à revivre dans un mode de vie, de connaître un peu plus le mode de vie ancestral. C'est lui qui faisait en sorte qu'on était unis comme nation, qu'on était équilibrés comme personne, qu'on était autonome aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des bris avec la colonisation, avec la sédentarisation forcée, avec l'urbanisation, avec le fait d'envoyer les enfants dans les pensionnats. C'était une volonté vraiment d'éteindre la culture autochtone. Donc, il y a vraiment des efforts je dirais, de réhabilitation culturelle qui sont déployés à haut niveau, parce que c'est central dans l'esprit, je dirais, des communautés, c'est de faire en sorte que les générations qui suivent récupèrent le plus possible de leur identité puis de ces valeurs-là. Le mode de vie, c'est sûr qu'on peut difficilement revenir complètement en arrière. C'est presque impossible. Mais on peut faire quand même beaucoup de programmes pour aider les familles puis les gens à se retourner un peu vers ce lien-là avec la nature. C'est ce qui était garant de notre santé. Les programmes ici pour les personnes qui enfreignent la loi, mais souvent ils vont être réhabilités dans un contexte naturel avec des thérapeutes, parce que c'était là la source. Puis ça se fait très rapidement, ce lien-là, je dirais, qui est plus qu'instinctif, il est viscéral. Il est viscéral avec le territoire. Donc quand on dit là d'où vient notre sang, c'est vraiment comme le ventre de la mère, finalement. Y retourner, c'est se ressourcer, c'est retrouver son identité. Absolument, c'est guérir. C'est aider à comprendre, c'est d'apaiser, c'est de se souvenir, c'est d'apprendre. Parce que, comme le disait une aînée de chez moi, c'est le territoire, la nature. Quand tu dis Nochimik, ça veut dire mik, ça vient du mot sang, miko. Puis Nochimik, c'est nous, c'est notre sang, c'est le rapport avec notre personne et le territoire. C'est vraiment, c'est intimement lié. Puis c'était notre lieu de vie, c'était notre église, c'était notre école. C'est là que tout se déroulait en harmonie avec ça. Donc c'est un des liens les plus fondamentaux à recréer avec, je dirais, pour assurer une guérison collective. C'est vraiment de retourner à ces valeurs-là avec le territoire. Et vous qui faites un doctorat à l'UQAM, donc à Montréal, en pleine ville, comment est-ce que vous faites pour garder le lien avec Nochimik? Est-ce que c'est en y allant? Est-ce qu'il y a d'autres manières? Est-ce que vous recréez le Nochimik en ville? Ben, j'habite pas Montréal, justement, j'ai fait le choix d'habiter à La Tuque, qui se trouve quand même dans le territoire
dans le territoire de Nitaskinan-Atikamekw. Je suis à environ 100 km au sud de Wabantashi, ma communauté d'origine. Mm-hmm. Donc, je m'assure un lien avec ma communauté et mon territoire en habitant à Latuc. On est 30% d'Atikamekw dans la ville de Latuc. Donc, en étant au doctorat, ça me permet de... Comme c'est beaucoup de la recherche en autonome, c'est très faisable pour moi de me déplacer une fois par semaine pour suivre des séminaires. Des fois, j'ai pas des séminaires à tous les semestres, donc je le fais grâce à la technologie. Puis je dirais qu'avec la pandémie, ça a eu cet avantage-là sur mon parcours, c'est que ça m'a permis de faire beaucoup plus de travail sans avoir à me déplacer continuellement. Faut dire aussi que le fait que j'habite Latuc, c'est pour ma fille adolescente. C'était important pour moi qu'on reste proche de ma famille, de mes grands-parents, de ma mère, de la communauté. Je voulais pas la déraciner à l'adolescence pour aller vivre à Montréal. C'est pas juste mon cheminement universitaire, c'est aussi par rapport à ma famille. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Vous venez de parler de Nitaskinan, le territoire. C'est aussi un thème que vous travaillez beaucoup dans vos recherches et même dans vos productions. Comment ça se définit, ce concept de territoire? Est-ce que c'est un territoire physique qu'on pourrait délimiter sur une carte? Est-ce que c'est une manière de vivre? Est-ce que c'est une projection que tous les Atikamekw partageraient? Qu'est-ce que c'est le Nitaskinan? Le Nitaskinan, c'est un territoire physique très bien défini, délimité par des frontières réelles qui existent. Il existe des cartes, il existe des preuves d'occupation de ce territoire-là. Il est principalement constitué des territoires familiaux, de clans, qui constituent le grand Nitaskinan, qui chevauche plusieurs régions administratives, principalement la Haute-Mauricie, la Naudière. Ça touche le lac Saint-Jean, l'Abitibi, presque le nord du Québec. Si on arrive au nord du barrage Gouin, dans le nord du Nitaskinan, puis on côtoie les autres nations. Donc c'est ça, il y avait une espèce de partage de ces... Il y avait, à l'époque, c'est sûr qu'il n'y avait pas de tracé déterminant le passage de la frontière, mais il y avait une entente. Souvent, c'était les cours d'eau ils connaissaient le territoire. Donc, chaque chef de territoire, chaque famille connaissait très bien son territoire. C'était eux qui sont les représentants de ce territoire-là. C'est l'approche aussi que le Conseil Atikamekw de Wabantashi a décidé de remettre sur pied. Ça veut dire une organisation des chefs de territoire. C'est un territoire que vous partagez aussi avec d'autres nations, peut-être les Inuits. C'est les nations limitrophes, oui. Ouais. C'est au sud, on rencontre les Abénaquis. Au nord, on rencontre les Cris, les Anishinaabe vers l'ouest. C'est sûr qu'on se rencontrait. Puis d'ailleurs, il y avait des échanges culturels. C'est une vision très fluide du territoire. Il n'y a pas des frontières comme on voit maintenant les pays, avec des douaniers qui disent tu peux entrer, tu peux pas entrer. Et vous dites même que le territoire est vivant. Vous écrivez, c'est une entité vivante dotée d'une âme et qui est la source de l'autochtonéité. Est-ce que vous pourriez élaborer, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ou pour les Atikamekw, un territoire qui est vivant? Un territoire qui est vivant, c'est un territoire qui nous nourrit, duquel provient notre alimentation. C'est un territoire aussi dans lequel on enterre nos ancêtres. Donc, leur âme est encore vivante dans ce territoire-là. C'est une conception vraiment... c'est une conception très spirituelle du territoire holistique. Donc, nous, on ne divise pas le spirituel du physique. Tout est forme un tout. C'est les éléments qui nous constituent, la dimension spirituelle, physique, émotionnelle, mentale, ça forme un tout. C'est pas divisé dans des catégories. C'est vraiment c'est une entité, je dirais. Puis de là, le territoire représente parfaitement cette notion-là qui a différentes
il y a différentes saisons, qu'il y a différentes des réalités, c'est vivant, ça se transforme. Pour nous, ben, c'est ça, c'est comme un être humain, de là l'appellation la terre-mère, c'est parce que elle nous donne vie. Puis ce territoire-là, quand on le connaît, quand on développe des liens sur le territoire, qu'on retourne à des endroits, puis qu'on se conscientise vis-à-vis de cet endroit, de ce territoire-là, de toutes les entités, toutes les âmes, tout de suite, on se rend compte que ça nous parle. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de l'expérience du territoire qu'on reconnaît tout de suite. On a une facilité de l'accepter. Tu sais, c'est peut-être ça je dirais la rationalité occidentale empêcherait des fois de plonger dans cette conception-là de l'invisible puis du spirituel, que nous, on a encore cette fibre-là à l'intérieur de nous. C'est très, très vivant. Mm-hmm. Et si le territoire est vivant, c'est aussi quelque chose dont on doit prendre soin, j'imagine. C'est pas seulement lui qui nous nourrit, c'est aussi les êtres humains qui doivent s'en occuper. Oui, c'est ça, exactement. On est les gardiens de ce Nitaskinan-là. C'est ce qu'on revendique d'ailleurs pour parler avec le gouvernement, qu'on essaie on revendique un territoire. On a beaucoup de difficultés à se faire entendre à ce niveau-là. Ça prend des décennies. Puis c'est très, très difficile d'arriver à quelque chose avec les gouvernements, parce que eux ont une autre optique du territoire, qui est un milieu de ressources naturelles. Même s'ils ne connaissent pas, c'est des données empiriques et monnayables, alors que nous, c'est vraiment un rapport vraiment de parenté avec ce territoire-là. Vous vous dites même que le territoire construit la langue, et que la langue elle-même exprime la cosmogonie atikamekw. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le territoire peut construire la langue? L'Atikamekw fonctionne avec des verbes qui sont issus d'une pratique du territoire, une pratique des activités traditionnelles, c'est-à-dire une action qu'on va faire dans la vie de tous les jours va devenir un verbe qu'on va déployer de différentes façons en ajoutant des préfixes et des suffixes pour créer une image, pour créer une impression, pour créer un sens. C'est très, très poétique, la langue atikamekw. C'est une langue qui est basée sur une création d'images, puis qui se réfère à des actions traditionnelles. C'est construit vraiment par la pratique de nos ancêtres. Par exemple, le mot mère, Negawi, une maman, ça veut dire celle qui est assise en avant dans le canot. Negawi, qui va voir les choses arriver, qui va dicter comment le chemin doit se faire. Puis le père, il va être assis derrière, puis c'est lui qui va ramer le plus fort. C'est la mère, c'est elle qui voit devant. C'est synonyme aussi d'avenir. Ah oui, alors si on perd le lien avec les manières de vivre, on perd aussi le lien avec la langue. Le sens. Ouais. Les mots perdent leur origine et perdent leur profondeur. Pour Note chimique, vous avez travaillé uniquement avec des acteurs autochtones, peut-être même uniquement des concepteurs autochtones. C'était un choix de votre part? Pourquoi avez-vous fait ce choix? Pour le spectacle de cet été, vous dites? Oui, qui a été présenté à Présence autochtone. OK. On était pratiquement presque que des autochtones, je dirais presque tous des Atikamekw. Il y avait un Anishinaabe, il y avait un Wendat. Un Wendat, ouais, c'est ça. Puis il y avait 2 Québécois. Toute l'équipe technique, c'était une production du comité de présence autochtone. Donc, je ne choisissais pas qu'est-ce qui faisait la technique. Mais pour ce qui est des acteurs, des performeurs, j'ai choisi. J'avais 2 Québécois qui travaillaient aussi avec nous. Celle qui faisait le bruitage, puis celui qui était qui était chef un peu de ce qui était projeté, les images qui étaient projetées, c'est lui qui était le formateur, c'est un Québécois aussi. J'ai choisi de travailler avec des Autochtones parce que je me disais, c'est important de rendre visibles les artistes autochtones, puis d'ajouter, de mettre différents artistes autochtones ensemble sur une scène, ça devient c'est encore plus fort, puis ça, même si les gens, ils s'en rendent pas compte,
c'est inconsciemment, ils voient des gens autochtones sur scène, puis ça crée tout de suite un rapport, pas un rapport, ça crée tout de suite une image, puis comment je pourrais expliquer ça? Le fait de la présence, juste de voir des artistes autochtones, surtout des femmes, je trouvais que ça ajoutait de la force au texte. Moi, je travaille beaucoup dans une optique féministe. Je travaille dans une optique aussi chamanologique. Pour moi, c'est important de représenter des femmes autochtones. Puis même le texte lui-même, c'est porté par des femmes principalement. La figure du chef, la figure masculine représente justement ça, l'autorité, la communauté en général. Mais c'est les femmes qui sont les porte-paroles du message qui est transmis. Puis travailler avec des autochtones, mais c'est ça, je trouvais que c'était vu que c'est le festival Présence autochtone, je trouvais que c'était approprié. Au-delà du festival, vous êtes allé au Mexique aussi, vous avez conclu des collaborations là-bas. Est-ce que vous sentez des liens avec aussi les autochtones de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale? Est-ce qu'il y a une particularité de l'autochtonéité transaméricaine? Ben, je dirais que les traits vraiment qui nous unissent sont ceux qui se rapportent au fait d'être des peuples de la terre, un peuple circulaire, où l'idée du cercle est omniprésente. Dans le temps, par exemple, le temps serait circulaire, les relations seraient circulaires? Le temps, l'univers, les planètes, toute l'image du cercle aussi, cette circularité-là, qu'il y a entre justement le cycle de la vie, le cycle de la nature, les âges, la circulation dans les astres, la façon qu'ils circulent. C'est sûr que le cercle aussi, ça évoque l'équité. Tout le monde est égal dans un cercle, il n'y a pas de hiérarchie directe. C'est vraiment... c'est par consensus que la politique se faisait. C'est sûr qu'il y avait des chefs, mais les chefs étaient élus, mais aussi c'était beaucoup moins une application du pouvoir qu'une organisation sociale avec des personnes qui étaient reconnues pour bien prendre des décisions pour le groupe, qui consultaient les maires. Souvent, dans une communauté, c'est les femmes qui organisent, puis qui planifient, puis qui font que ça fonctionne. Qui sont à la tête du canot pour dire où on va. Oui, exact. C'est sûr qu'avec la colonisation, le modèle de gouvernance c'est un peu été affecté, je dirais, par la façon de gérer, je dirais, européenne qui s'est présentée ici. C'était des hommes qui étaient au pouvoir, donc quand les Autochtones voyaient des Blancs ou des Européens arriver, c'était que des hommes au début. Donc je pense que ça a dû tout de suite influencer la façon de parler avec les autres, parce que ça avait certainement un impact sur les discussions puis sur les ententes. Et ça, ce sont des choses que vous avez retrouvées au Mexique quand vous avez travaillé avec des gens de théâtre? Je suis surtout allée pour faire de la recherche. J'ai rencontré des artistes mexicaines ici, puis ils m'ont dit, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que tu viennes. Puis ça a pris du temps avant que je puisse y aller. Il y avait toujours des imprévus. Puis quand je suis allée, c'est arrivé que justement des événements de l'ordre du magique ou du surnaturel que nous on comprend comme étant le langage des esprits qui se sont vraiment adressés à moi, puis ça m'a fait comprendre que on était déjà venus, nos peuples se connaissaient, ils se voyaient, ils se fréquentaient, il y avait des voyages qui se faisaient. C'est de ça que je parle dans Là d'où vient notre sang. Quand les personnages se rendent compte que il y avait des Algonquins qui vivaient dans le nord du Mexique, et puis qu'il y avait des échanges culturels, il y avait certains mots, il y avait des vestiges de ça encore. Sauf que c'est des choses qui ne sont pas enseignées. On nous enseigne notre autochtonie
versus le pays dans lequel on vit, le pays, l'organisation occidentale dans laquelle on vit, comme le Canada. On vit 10 nations dans la province du Québec, alors que puis on est coupé des autres nations qui constituent le reste du Canada, alors qu'à l'origine, on n'était pas délimité on n'était pas cadré dans des provinces. C'était une civilisation qui était semi-nomade et c'était des voyageurs, c'était des gens qui étaient en train de constituer. Tout ça était en train de se construire, cette civilisation-là. Qui aurait couvert toutes les 3 Amériques, finalement. Alors Absolument. que maintenant, c'est séparé par des frontières qui ont aussi séparé les nations autochtones. Les unes Absolument. des autres et même entre elles parfois, comme les Mohawks par exemple, qui sont de part et d'autre de la frontière. Absolument. Puis c'est ce que j'essaie de rappeler, c'est qu'on occupait un vaste territoire et on avait un mode de communication qui passait par les cours d'eau. Il y avait complètement un autre mode de vie. Il y avait une spécialisation de certaines personnes qui étaient des voyageurs, qui s'assuraient des échanges culturels, économiques, puis des histoires aussi. Transmettre la vision du monde. Ouais. Véronique Basile-Hébert, merci beaucoup de cette entrevue. Bonne continuation dans vos recherches et dans votre doctorat. C'était un grand plaisir de vous avoir au micro de Confluent. Kichi miigwech, miigwech. Catherine Égo recevait aujourd'hui au micro de Confluent Véronique Basile-Hébert, jeune femme de théâtre atikamekw, originaire de Wemotaci. Un immense merci à Véronique Basile-Hébert d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Daniel Fortin à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour réécouter cette entrevue et tous nos autres épisodes ou les faire connaître autour de vous, rendez-vous au www.missioncheznous.com. Ici Catherine Égo. Ici Mathieu Lavigne. Merci de votre présence attentive. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio-VM et de Radio Galilée. À bientôt.